ne parle pas pendant le générique. On refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Une émission pour la dernière de la saison d'On refait le Mac en direct, live on l'espère sur YouTube. En tout cas nous on est présents. Oui, pardon. On me parle en même temps, c'est bon, voilà, donc on est bien live, tout formidable. Je vous propose donc cette semaine de faire un live pour marquer la fin de cette saison très riche. D'On refait le Mac, on va beaucoup parler de Google cette semaine et on a trouvé original de vous faire l'émission justement sur Google Plus pour faire vivre un petit peu les coulisses d'On refait le Mac. C'est comme ça qu'on enregistre chaque semaine. Mais avant de rentrer dans les détails, tout de suite je vous propose de passer, on va le lancer à la main, le sommaire. Avec une rafale d'annonces lors de sa conférence des développeurs, Google I.O. a commencé par une nouvelle version d'Android baptisée Jelly Bean, qui aura pour tâche de contrer iOS 6. Mais la surprise est venue du côté matériel. Google va commercialiser sa propre tablette. La Nexus 7, équipée d'un écran de 7 pouces, est vendue à un prix canon, moins de $200. Sans oublier la Nexus Q, une rivale de l'Apple TV. Et d'étonnantes lunettes connectées, les Google Glasses. On refait le Mac épisode 108. Faut-il avoir peur de Google? Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitslemac.com, mais également sur le portail high-tech Cluboot et sur l'écran libre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via les applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. On refait le Mac donc en direct ici de la rédaction du journal iCreate. Alors n'hésitez pas, nous sommes en direct de réagir sur YouTube en nous posant des questions, en nous disant ce qui va, ce qui ne va pas. Pour le direct, ça nous permet de tester la solution de live sur YouTube pour éventuellement d'autres émissions en direct l'année prochaine. Donc là, nous faisons une sorte de bêta test en direct. Donc n'hésitez pas à réagir sur notre Twitter en mettant l'hashtag question on refait le Mac, plutôt question ORLM, question ORLM, j'y suis arrivé. Avec un invité donc, comme chroniqueur, cette semaine, on retrouve tout d'abord Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric, comment ça va? Allô Olivier, vous êtes très loin pour le coup, mais je vous entends très bien, c'est vachement bien Hangout. Je suis content d'avoir mis l'idée pour qu'on passe à Hangout depuis le premier jour. Je suis cette semaine à Sydney en Australie, ça a l'air d'une connerie mais c'est très sérieux. J'avais jamais mis les pieds ici et comme je disais hier sur Facebook, Sydney c'est beau mais c'est loin. Alors, si tu peux un peu lever ton micro, ce serait pas mal, parce que tu es un peu faiblard. Je sais pas. Ah bon, on me dit que c'est nickel, donc c'est bien parce qu'on réagit sur Twitter. J'espère que tout va bien du côté de Twitter. Alors, apparemment, j'ai reçu déjà un premier dessin de notre ami Steph Cartoon. Steph Cartoon, c'est ce caricaturiste de talent qui réalise pour nous des caricatures à chaque semaine. Alors, qu'est-ce que je vous propose? C'est difficile de tout faire en même temps. Alors, on va essayer de vous l'envoyer. Il est là, Cédric. J'ai reçu un petit dessin de Cédric bien rigolo. Regardez, on balance. Zou. Alors, Cédric, apparemment, ça l'a inspiré. Oh. Oui, je sais pas. Steph Cartoon, il a décidé que le Galaxy S3 c'était devenu mon fils, ce qui est un peu con. Mais en même temps, c'est drôle. Donc, j'ai un très joli dessin la semaine dernière où j'emmenais le Galaxy S3 à Google I.O. où forcément il allait retrouver tous ses amis et où il disait mais est-ce que le cousin iPhone il sera là? Ah, et ben non, il sera pas là parce qu'il est trop petit. Bon, c'est très mignon. Bien. Autre invité que vous connaissez, dont vous avez l'habitude déjà d'avoir vu dans On refait le Mac, et c'est une fille, donc c'est suffisamment rare pour être souligné, c'est Fanny Bouton de Fanny Sportive. Bonjour Fanny, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien, prête.
Prête? Tu as bien révisé Google? J'ai essayé, ouais. Non, je suis prête, t'inquiète pas. J'ai plein de réponses. Bon, c'est dommage parce que le recadrage de Google+, puisqu'on utilise donc Google+, ce soir pour faire l'émission en direct, recadre malheureusement le décolleté de Fanny, donc on essaiera en profiter un peu plus tard dans l'émission. Autre chroniqueur Excuse-le, il est corse. Autre chroniqueur régulier qui par contre lui devrait régler sa caméra parce qu'elle est trop haute, Monsieur X, c'est Monsieur X, c'est ancien responsable d'Apple. On devine, visage masqué, parce que là on ne voit rien du tout. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je suis suffisamment bien caché donc. Oui, là tu es parfaitement caché, mais, Ah oui, là mais enfin, il faut quand même cadrer. La caméra est un peu basse. Si tu veux descendre un peu l'écran de ton Mac, ce serait parfait. Voilà. Tout va bien Monsieur X? Eh ben écoute, impeccable. Pour moi c'est les vacances ce soir, enfin pas encore tout à fait, mais je compte bien partir pour 15 jours loin de tout ça avant minuit. Allez, c'est mon objectif. Bon, écoute, moi, je sais pas pour tout de suite, on a encore un magazine à boucler. Pas de Rodrigo Sepulveda-Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur, notre économiste du podcast, qui n'est pas là ce soir. Il va essayer, comme il l'a fait lors des 2 dernières émissions, pas à tous les coups, de nous rejoindre pour les coups de cœur. Il est actuellement à l'étranger, donc on espère qu'il pourra se connecter sur Google+, d'ici la fin de l'émission. Et pour le remplacer, une nouvelle tête, on refait le Mac. Ce soir, il s'agit bien sûr d'Edouard Marquez, qui est journaliste à Frandroid. Bonjour Edouard. Bonjour à vous tous, donc je suis rédacteur sur Frandroid et très content de vous rejoindre pour cette première. Alors, Edouard, si on t'a demandé d'être avec nous ce soir, c'est parce qu'on va beaucoup parler de Google ce soir, le principal rival d'Apple aujourd'hui sur le marché des smartphones et des tablettes. Pourquoi? Parce que la semaine dernière s'est déroulée la conférence des développeurs Google, à savoir Google I/O à San Francisco. Tu y étais, Edouard, tu y étais, Cédric. Ça s'est déroulé, je crois, Cédric, d'ailleurs au même endroit que la WWDC il y a quelques semaines, souvenez-vous, nous étions en direct, à savoir le Moscone Center. Bah, ça se déroule là où se déroulent en gros toutes les grandes conférences développeurs, que ce soit, et puis les grandes conférences informatiques en général à San Francisco, parce que c'est le Convention Center, donc il y en a pas 3 comme celui-là. Mais c'est vrai que c'est là où se passe la WWDC, la conférence développeur d'Intel, les conférences de Salesforce, d'Oracle, de Sun, etc. C'est vrai que c'est rigolo que ce soit exactement au même endroit. Ça permet en plus de comparer un peu la foule et si vous avez regardé plein écran la semaine dernière qu'on a consacré à Google I/O, vous avez vu les gens en train de courir. On serait cru un concert de Lady Gaga, quoi, pour rentrer dans la salle. J'étais avec un ami que vous connaissez mais que je n'aimerais pas et qui disait quand tu vois ça, tu te dis que c'est peut-être le moment d'acheter des actions Google. Bien. Alors le premier élément fort, c'est évidemment l'annonce des produits qui ont été dévoilés lors de cette Google I/O. Mais d'abord, comme d'habitude et comme le fait à chaque fois Apple, les responsables de Google ont commencé par des chiffres, histoire de faire un état des lieux. On sait qu'Apple avait été resté, messieurs et dames, très discret lors de la conférence des développeurs Apple au début du mois de juin sur les parts de marché de l'iPhone et d'iOS. Là, apparemment, les choses, tous les signaux sont en vert, que ce soit Edouard ou Cédric pour Google et notamment Android 4.0. Edouard. Oui, donc j'ai pas tout à fait les chiffres avec moi, mais... je vais te les donner, parce qu'on les a préparés. Mais... Alors, attends, bouge pas, je te cherche ça. C'était tôt la keynote, on n'était pas très réveillés dans l'ensemble. Ouais. Mais... voilà. Oula. Alors ça, c'est la personne que vous voyez, c'est normalement à l'écran, là voilà qui arrive. C'est Hugo Barra, qui est chef produit d'Android, qui annonce les chiffres concernant Android en 2012, à savoir 100 millions d'activations en 2011. Donc cette année combien? 400 millions d'activations en 2012, donc x4. Non, 400 millions d'activations, il a dit 2012? Non, 400 millions d'activations, 400 millions d'activations, oui mais moi j'y étais. 400 millions d'activations, c'est toutes les activations depuis le début d'Android. En gros, c'est 400 millions de devices à activer depuis le début. Voilà. Il explique que Google I/O il y a un an aussi, donc ça a quand même été multiplié par 4. Dont 100 millions en 2011. Il expliquait qu'à Google I/O l'année dernière, au même moment de l'année dernière, ils étaient à 400 000 activations de nouveaux appareils par jour, et qu'aujourd'hui, ils sont passés à 1 million de nouveaux appareils Android activés par jour. Je crois que c'est 16 milliards d'applications downloadées aussi.
16 milliards d'applications downloadées. Alors, parlons chiffres, allons-y. Selon Comscore, aux États-Unis, Android a pris depuis un moment maintenant la tête du marché des systèmes d'exploitation pour smartphones en mai 2012. C'est le seul chiffre qu'on en a trouvé, puisque Apple ne communique pas pour l'instant sur ses parts de marché. Alors elle le faisait, mais parce qu'elle, la pomme, était en tête. En mai 2012, donc en tête des activations de smartphones, on retrouvait Android avec 50,9% contre 31,9% pour iOS et 11,4% pour BlackBerry. Voilà, donc il semblerait que logiquement, Monsieur X, Android, de par le nombre de constructeurs et la multitude des produits sur le marché, s'installe durablement en tête des ventes et en tête des systèmes d'exploitation les plus utilisés sur mobile. Ouais, écoute, je citerai le patron de Foxconn. Pauvre mortel, vous n'avez pas encore vu l'iPhone 5. Donc l'été est bienvenu, économiser un peu pour la rentrée. Oui, c'est clair, en termes de quantité, Android au sens large est passé devant l'iPhone et même l'ensemble des produits iOS. Voilà. Après, est-ce que c'est pas l'arbre qui masque la forêt, puisqu'on sait que contrairement à Apple, quand on parle d'Android, on a une population éclatée entre les différentes versions du système. Et puis une fois de plus, je le cite parce que c'est souvent le point de vue d'Apple, entre le nombre de produits vendus et la marge, donc la richesse dégagée, il y a toujours un écart. Les derniers chiffres, je crois, de marge sur le marché du smartphone ont été publiés assez récemment. Il y a en gros plus que Samsung et Apple qui font de la marge sur ce marché, et je crois qu'Apple a encore 85% de la marge. Donc il faut toujours, quand on parle de part de marché en quantité, rappeler la part de marché en valeur. Et là, il y a encore un peu de chemin pour Google. De tête, c'était en gros 66 ou 70, entre 66 et 70% de la valeur, c'est-à-dire des bénéfices dégagés sur le marché du smartphone allait chez Apple, il restait 30 et des % chez Samsung, et c'était frappant de voir que le reste du monde du smartphone se battait pour 1 ou 2% de la marge du marché, quoi. Ouais. Regardez ce qu'on vient de recevoir de Steph Cartoon. Ce que ça l'inspire, non pas vraiment. C'est sur un autre sujet, mais il aime bien. Voilà, c'est l'humour de Steph Cartoon. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, Fanny l'inspire ce soir, et à mon avis, c'est pas fini. Pour ce soir, et apparemment, il y a un petit peu de latence entre le moment où je le mets et le moment où il arrive. On suit l'étape. Oui. Alors, moi, ce qui m'a plus surpris, par contre, concernant ces chiffres, c'est les chiffres pour la France. Les seuls chiffres que j'ai trouvés, ce sont ceux de CCM Benchmark, l'émission qui édite, entre autres, l'émission à la maison, qui édite, entre autres, le journal du net. La part de marché d'iOS est en baisse en France, sans surprise, mais domine encore, cette fois, le marché français, contrairement aux États-Unis. Et ça m'a plutôt surpris. Elle est passée de 77,1% en juin 2011 à 71% de part de marché en France, contre 25,3% pour Android. C'est étonnant lorsqu'on voit le nombre sur les ventes ou sur le parc installé, parce sur que le parc installé. Sur le parc Ah. installé. Mais en usage, qui s'utilise tous les jours. Alors attention, parce que à chaque fois, c'est pour ça, à chaque fois tu vois un truc disant machin est leader du marché. Alors, 3 façons de compter. Soit le parc installé. On dit, voilà, il s'est vendu tant d'appareils iOS depuis le début. Alors après, il faut aussi distinguer, il faut un peu sortir les iPods, versus tant d'appareils Android. Soit il s'en est vendu tant le mois dernier, pourcentage des ventes, soit, et c'est ce troisième métrique, et c'est peut-être celui-là qu'il utilise, c'est le pourcentage d'utilisation, par exemple, des sites web. En gros, si tu as un site web, tu regardes tes logs et tu dis, il y a combien d'appareils Android qui sont connectés chez moi, combien d'appareils iOS. Sur ces trucs-là, je suis jamais très... ça exprime pas ni des ventes, ni du bénéfice, ni rien, ça exprime juste le nombre de gens qui utilisent leur device pour aller sur Internet. Bon, c'est un peu plus limité comme stat, quoi. Que ce soit Edouard ou Monsieur X, c'est des chiffres qui vous étonnent, la présence encore très nette et la domination encore très nette en termes de parc installé d'iOS aujourd'hui par rapport à Google, alors qu'une seule marque est quasiment un seul modèle, voire 2 modèles par gamme, comparé aux dizaines de produits Android aujourd'hui sur le marché, Edouard. Il faut dire que pour revenir sur les statistiques des sites internet, il y a eu des infos qui sont sorties ces derniers jours, et en fait, Android est maintenant le premier site en termes de sites internet consultés, donc c'est 57% contre 36% pour iOS, sachant qu'en janvier c'était 52% pour iOS et 40% pour Android, donc
baisse d'iOS et hausse d'Android. Sinon, pour ce qui était de la question, en France, c'est clair qu'il y a une grosse image Apple qu'on retrouve chez les gens. Et je pense que c'est ce qui explique encore pourquoi les gens ne se tournent pas encore peut-être assez vers Android, alors que le haut de gamme a largement de quoi batailler avec l'iPhone et les autres devices. Je vois que tu as mis un petit compagnon à côté de toi, un petit robot tout vert, hein, qui est le symbole et le logo et le symbole d'Android. Donc revenons donc à cette Google I.O., à cette présentation, une conférence très riche qui a répliqué, on l'a dit, donc aux annonces d'Apple de la WWDC. Et pas évident de répondre à Apple, notamment parce qu'Apple a dévoilé il y a quelques semaines iOS 6 et justement Edouard, Cédric, on connaît le successeur d'iOS 4, la prochaine version d'iOS 4, la version 4.1, et son petit nom c'est, je crois, Jelly Bean. Oui, donc, tu veux dire d'Android, ah oui, en Android 4, parce que j'étais sur iOS 4 et là, tout à coup, on s'est emmêlé les pinceaux. Mais je vais laisser Android répondre sur Jelly Bean. Donc, Jelly Bean, c'est ce qu'en gros en France on appelle des dragibus. Ouais. Donc en fait, à la Google I.O., tous les midis, il me servait à manger et il y avait sur les tables des Jelly Bean à emporter. Donc voilà, si vous voulez goûter des Jelly Bean, on en a. Mais bon, sachant que c'est assez... les goûts des Américains sont un peu différents. On voit à l'écran la présentation de Jelly Bean, effectivement, sur la scène de Moscone Center. Concernant les nouveautés, il y en a eu vraiment beaucoup. Ouais. Donc, tout d'abord, une des grosses nouveautés, ça concerne la partie graphique. Vraiment, l'OS est beaucoup plus fluide qu'avant. C'est ce qu'ils appellent le Project Butter, qui avait donc commencé sur Ice Cream Sandwich, donc la dernière version. Ouais, la version actuelle. Voilà, et cette nouvelle version de la couche graphique permet à la fois une plus grande fluidité, et c'est clair qu'à l'utilisation, ça se voit vraiment. Et il y a aussi une plus grande économie. Normalement, on a des images de Project Butter. Pardon, ils aiment bien les noms d'aliments du côté de chez Google. Voilà, et en fait, juste après cette conférence, il y avait justement les développeurs qui s'amusaient sur ce nom, mais en gros, il n'y a pas vraiment d'histoire sur pourquoi Project Butter ou pourquoi autre chose. C'est un nom qui leur est arrivé un peu comme ça, quoi. Alors tu l'as dit, donc Project Butter, on va couper la vidéo, voilà, on revient. Tu l'as dit, Project Butter, donc ça sert à améliorer la fluidité, tout le système est désormais synchronisé avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, selon mes notes. Mais ce qui était plus intéressant, Cédric ou Edouard, c'est les avancées plus notables concernant la reconnaissance vocale. Moi, je sais pas parce que je suis pas très utilisateur de ce genre de choses, mais de fait, ça fonctionne. Pour avoir vu les comparatifs qui sont sortis dans la semaine suivante, parce qu'évidemment, des gens ont fait des comparatifs Je parle de la très sérieux en reconnaissance disant. vocale offline, Ouais. Cédric. Ah oui, Tu ça, l'as à l'écran, c'est regarde. marquant. Ça, d'accord. Ouais, je le Tu vois l'as à bien. l'écran. Mais oui. Tu vas l'avoir, ça, mais c'est l'Australie intéressant. c'est loin. Non, mais je le vois très bien. Olivier, arrête de commenter ce que tu fais, je le vois, c'est comme de la Très bien. télévision. Ok. Je suis J'apprends, assez tu sais. habitué. Je vois, c'est normal, tu as encore un stage. Non, ça c'est vachement intéressant parce que jusque-là, tous les systèmes, que ce soit Siri sur iOS ou Google Voice Commands, etc., sur Android, ça marchait quand tu étais connecté au réseau. Maintenant, ça marche en offline, c'est-à-dire que comme Maps qui te permet d'avoir des cartes préchargées quand tu n'es pas connecté au réseau, tu peux faire de la reconnaissance et même du voice typing hors ligne. Ce qui est pas mal. J'imagine que ça doit prendre un peu plus de place dans le système, évidemment, parce il faut maintenant que les dictionnaires soient offline, etc. Mais ouais, c'est assez marquant. Même si, encore une fois, j'ai pas testé. Voilà, il y a une Justement, question. moi, Oui. je peux tester, Oui, mais Edouard. juste pour savoir, c'est Tu as installé la bêta. en fait, ce qui se passe, c'est que à la Google I.O., ils donnent des téléphones, et notamment un Galaxy Nexus. Et Ça sur change ce d'Apple de Galaxy ce côté-là, Nexus, c'est évident. c'est sûr qu'en termes de tout ce qu'ils ont donné par rapport à Apple, qui n'aurait même pas eu un t-shirt ou quoi que ce soit, la différence est énorme, quoi. Mais Voilà, pour monsieur revenir d'Apple, si vous écoutez, il faut aider les développeurs. Voilà. Pour revenir Parce au que tu y téléphone, étais aussi en tant que développeur, c'est pour ça que tu as reçu Voilà, un téléphone, il faut le préciser quand même. oui, en fait. Je te rassure, la presse présente a eu le même package, mais Ah bon, à la seule bah, différence. vas-y. Ouais. À la seule différence que quand tu étais média chez Google, on te faisait signer un papier disant ceci est un prêt, vous vous rendez tout le 31 décembre. Mais j'ai pas vu d'adresse de retour en même temps, donc voilà. Bon, on va en discuter après l'émission, Cédric. Oui, Edouard, continue.
Et donc voilà, sur cette version de Jelly Bean, ben, on nous propose de télécharger une version offline. Donc c'est 15 MO à télécharger, c'est pratiquement rien. Ouais. Et pour avoir testé ça sur un mail, sur un SMS, vraiment c'est nickel, c'est exactement la même chose que sur Internet, mais en mode déconnecté. Alors, comparé au système de précédent, donc on n'a plus besoin de connexion Internet, tu l'as dit, et comparé à Siri, donc c'est un moteur embarqué dans le téléphone. Siri, parlons-en, il y a officiellement au sein de la prochaine version d'Android un concurrent de Siri, son nom, je le cherche, il s'appelle Voice Google, c'est ça? Voice Search. Google Now, ça s'appelle. Voice Search, c'est véritablement l'équivalent de ce qu'on a vu sur le monde iOS avec Siri, Cédric ou Edouard. Allez, Cédric. Oui, c'est la même chose. Tu poses des questions simples à ton téléphone qui te répond. Alors ils ont fait des démos qui étaient pas mal sur mais qui est le Premier ministre du Japon, etc. Ça marche encore, j'ai l'impression un peu mieux dans la version anglaise. En tout cas le côté les jolies réponses, etc. Mais j'ai testé en français et ça marche de manière absolument honorable. Il y a des gens qui ont fait des tests plus poussés. Tant sur la qualité des résultats que ça renvoie que sur la qualité de la reconnaissance. Alors, il faudrait que je retrouve les papiers là-dessus. Et qui estimaient, eux, que ça se passait mieux que Siri, tant dans la qualité de la reconnaissance que la qualité des résultats que ça envoyait, que ce soit à l'intérieur, dans un environnement sans bruit, ou à l'extérieur, dans la rue, etc. C'est pas mal. Il fallait le faire, même si, encore une fois, je pense pas que tout le monde va l'utiliser. Je suis d'accord sur le fait que l'un des trucs vraiment, le truc qui flash quand tu vois cette mise à jour, enfin quand tu vois Jelly Bean, qui est une mise à jour 4.1, donc c'est pas une major release, c'est quand même la fluidité du système où il y avait encore des endroits où c'était un peu, où la fameuse touche sur Android qui permet de voir en temps réel toutes les tâches qui se passent à l'intérieur du téléphone ou de la tablette. Sur les précédentes versions, tu appuyais et puis il se passait quand même une demi-seconde avant qu'il t'affiche toutes tes fenêtres. Là c'est fini, clic boum, ça marche. Ils ont fait un gros travail. Il faudrait qu'on ait des développeurs pour nous expliquer ce qu'ils ont fait comme travail, mais ils parlaient de triple buffering, de ce qui se passait à l'écran. En gros, ils essaient de deviner en temps réel ce que tu vas faire pour arriver à le mettre en cache avant que tu cliques. Voilà. Ouais. Je crois que c'est fini, messieurs, dames. On a définitivement perdu Cédric du côté d'iOS, mais qui sait, on va attendre quand même la rentrée. Moi, j'ai écouté la keynote. Hein. Moi aussi, mais moi j'y étais pas. Edouard, ton impression sur Voice Search et au-delà, on le disait, donc c'est encore une version bêta bien sûr du système d'exploitation et de cette solution-là, mais l'avantage peut-être de Siri aujourd'hui, c'est qu'il est disponible en français. As-tu des infos? Va-t-il arriver en version de la langue de Molière? Alors forcément qu'il va arriver en français, ça paraît logique que Google ne fasse pas l'impasse là-dessus. Pour avoir testé, c'est clair qu'en anglais, la reconnaissance, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire là-dessus. On peut lui poser des questions vraiment. Tu as comparé avec Siri justement? Tu trouves que c'est plus réactif? Ça dépend en fait un peu sur les questions. Mais ce qui est assez intéressant, c'est l'interaction avec le système. Par exemple, j'ouvre Google Maps et je dis je vais à la Tour Eiffel. Et juste, je navigue jusqu'à la Tour Eiffel et j'arrête en plein chemin cette navigation. Ensuite, je retourne sur Google Now et ça va me dire, attention, pour aller à la Tour Eiffel, il se peut qu'il y ait un chemin plus rapide pour y aller parce qu'il y a justement des embouteillages. Et donc, je vais avoir une carte qui s'affiche en me disant, pour aller à la Tour Eiffel, prends plutôt ce chemin-là. Et en fait, c'est pas uniquement un système de reconnaissance vocale, c'est aussi des interactions qui sont un peu plus cachées dans le système comme ça. Je sais pas si vous voyez en gros. Ouais, mais on va en parler de Google Now, et en plus je crois que Cédric avait un coup de cœur, on en parlera en fin d'émission, mais n'allons pas trop vite. Fanny Fanny, aujourd'hui la reconnaissance vocale véritablement c'est devenu, on l'a vu avec le Galaxy Nexus et le Galaxy S3, c'est devenu, et avec l'iPhone, l'argument de vente numéro 1 des constructeurs de téléphones aujourd'hui. Donc on ne peut pas concevoir aujourd'hui un système d'exploitation sans ça intégrer, à la différence que Samsung avait développé son propre moteur. Là, chez Google, c'est différent. Ouais, ils sont en train de tous l'intégrer et c'est intéressant. On le voit d'ailleurs pas que dans les téléphones, on le voit aussi sur les télés, dans la voiture et tout. Ils veulent nous en coller partout. Après, est-ce que tout le monde va l'utiliser?
C'est pas encore rentré dans les mœurs parce que en français pour l'instant c'est pas assez fluide. J'espère. Là j'ai pas pu tester sous Jelly Bean moi encore, donc j'ai pas vu ce que ça vaut. Mais on m'a dit qu'il y avait là donc toute la reconnaissance vocale, la recherche vocale, mais il y avait aussi l'assistant. Il paraît que l'assistant est assez phénoménal. Je sais pas si vous l'avez testé là-bas. Qui est un assistant personnel qui va justement pouvoir gérer tout un tas de petites choses derrière. Cédric, je sais pas si toi t'as eu. Tu parles de Google Now, c'est ça? Non, c'est l'assistant, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo, c'est les voice commands, le truc qui répond à tes questions et qui interagit de manière limitée, mais avec le reste de tes apps sur, tu vois, à quelle heure est mon prochain rendez-vous, etc., etc., etc. Et ce que j'ai pas réussi non plus encore à savoir sur Google, c'est si c'était Nuance qui était encore derrière cette reconnaissance vocale ou pas. Chez Google, j'ai pas eu la réponse et chez Nuance, j'ai pas eu le temps de les contacter et d'avoir un peu plus d'infos. Mais ça m'intéressait de savoir si, comme pour Siri et comme on avait testé au CES une application Dragon Speaking sur Android qui marchait très bien d'ailleurs. Ouais. Il est vrai que Siri est aussi motorisé par le moteur vocal de Nuance. Monsieur X, aujourd'hui, toi qui as eu dès le début un iPhone 4S, il y a beaucoup de promesses autour de la reconnaissance vocale et de ces assistants vocaux, mais on est loin encore d'obtenir la solution parfaite. Qu'est-ce qui manque? Il faut du temps, il faut plus de puissance, Monsieur X. Ce qui manque, c'est qu'il faut que ça marche. Je sais, je l'ai déjà faite celle-là, mais. Bah ouais. Oui, moi, vraiment la reconnaissance vocale et en faire quelque chose au quotidien, c'est une de mes vieilles envies et ça remonte aux premières versions de Dragon Dictate sur PC. Il y a de ça 15 ans. Donc moi, j'en attendais beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis en œuvre tout de suite avec l'iPhone 4S. Aujourd'hui, en tous les cas en français, le champ d'application est super faible. Je peux toujours pas lancer mes applications, qui serait vraiment le truc parfait. On attend ça avec impatience parce qu'on a souvent les mains encombrées et besoin de faire quelque chose quand même avec son téléphone. Et puis, en français, on attend toujours un dictionnaire qui soit du niveau de celui en anglais, ce qui n'est pas le cas. Et moi, j'ai un peu peur que chez Apple, la langue française soit le parent pauvre parce qu'il y a toujours beaucoup plus d'investissements faits en anglo-saxon. Ça sera peut-être pas le cas chez Google. Et moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Maintenant, la prochaine version de Siri, si prochaine version IA, elle doit se focaliser tout bêtement là-dessus. Mais une chose est sûre, sans les avoir vues, les statistiques d'utilisation de Siri chez Apple, ça doit faire comme le téléchargement d'applications. Il y a toujours un pic avec la nouveauté et après, ça doit se casser la figure. Moi-même, je crois que ça fait belle lurette que je ne l'ai plus utilisé. Ouais, je suis assez d'accord avec Monsieur X. L'autre grande avancée, je ne sais pas si vous parlez de grande, mais de l'autre avancée de cette nouvelle version du système d'exploitation de Google, ce sont les notifications. Les notifications, Cédric, c'est vraiment un point fort du monde Android par rapport à iOS. iOS, les notifications sont arrivées tard. Chez Google, elles sont arrivées depuis belle lurette et Apple s'en est beaucoup inspiré. Les notifications qui descendent de l'écran, oui, mais parce que c'était probablement la meilleure façon de le faire. Je sais plus exactement ce qu'ils ont. Ils ont amélioré, j'ai envie de dire, la granularité de ce que tu vois dans tes notifications. C'est pas juste tu as un mail, mais tu as directement dans la notification le sender, le sujet, etc., etc. Pareil pour tes SMS, pour tes rendez-vous, pour tout ça. Et puis en plus, tu peux maintenant zoomer. Alors ça dépend des machines, mais tu peux maintenant zoomer dans une notification justement pour avoir plus d'informations avant même d'aller dans l'application qui t'a envoyé cette notif. Tu peux aussi gérer de manière plus fine. Tu peux aussi gérer de manière plus fine les applications qui t'envoient des notifications. C'est-à-dire si tu as une appli qui te spam avec 90 notifications par jour et que tu trouves pas ça très intéressant, tu peux aller faire du switch off, voire même moduler le type de notification que ça va t'envoyer. Bon, c'est bien foutu. En tout cas, les notifications sur Android, depuis le début, c'est l'une des bonnes idées et des trucs les plus utiles du système. Edouard, donc comme le disait Cédric, on gagne du temps, encore plus d'ergonomie question notification avec la possibilité d'accéder directement dans la notification à certaines fonctions. Sur iOS, on est obligé d'ouvrir l'application pour accéder à ces fonctions, pas sur la future version d'Android. Voilà, sur Android, en fait, ça n'a pas vraiment changé de ce côté-là. On clique sur la notification et on va arriver pile poil au bon endroit à ce qui correspond à cette notification. Sans nécessairement ouvrir l'application, c'est ça qui est intéressant. Oui, il faut au préalable que l'application soit au moins lancée une fois, ce qui paraît logique, mais après tout se fait de manière sans que l'utilisateur ne doive faire quoi que ce soit. Ouais. Il lance son téléphone et ça arrive par magie, et après il clique sur un email par exemple,
et hop, ça va ouvrir la bonne fiche avec le bon email. Alors, l'une des autres avancées sur lesquelles Google a beaucoup insisté et apparemment qui a fait grande impression à Cédric, mais on ne va pas trop en parler puisque c'est son coup de cœur, mais juste un petit mot, c'est Google Now. On va en parler quand même, c'est ça que tu essaies de nous dire. Voilà, Ouais. trop tard. Ça n'a rien à voir avec la solution de fidélisation qui a été présentée, c'était juste ma question, à la WWDC, Cédric, pour iOS, tu sais, cette solution dont on ne sait pas grand-chose et qui est aujourd'hui dans la version bêta. Fidélisation. Oui, j'ai oublié son nom, aidez-moi. Cette solution qui permet de réunir ses cartes de fidélité, ses coupons, ces choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, rien du tout. Alors là, pour le coup, Pardon, tu c'était disais... Non, c'était pas c'était Fidal, pas un truc machin. comme ça. Fidal, c'est la Non. version française, mais Ouais. ouais, bon, ça va revenir. Peu importe, non, ça n'a rien à voir. Hein. Google Now, ça permet d'afficher toutes sortes d'informations contextuelles. Mais je te fais plaisir, on en reviendra plus tard. Oui, alors qu'est-ce qu'on connaît maintenant de la disponibilité, messieurs, dames, de ce futur système d'exploitation? Il va arriver en même temps qu'iOS 6, Cédric ou Edouard? Ça arrive à La la disponibilité mi-juillet, de quoi? normalement. De la prochaine Du version système. d'Android. Jelly Bean. Voilà. Alors, c'est le problème de fond des mises à jour d'Android. C'est-à-dire que Google n'est pas seul maître en son domaine, il y a tous les constructeurs qui travaillent avec. Et jusque-là, c'était quand même le problème. Regarde de Android 4. Qui a installé Android 4? Il n'y a pas tant de monde que ça. Enfin, d'abord, il a fallu attendre un temps infini quand tu attends et que tu as ton téléphone dans ta poche et que tu dis je veux la dernière version du système pour que ça arrive. Et après, les gens font ou ne font pas les mises à jour. Donc, c'est problématique. De ce côté-là, ils ont annoncé un truc intéressant qui s'appelle enfin, en gros, une sorte de kit de développement qu'ils donneront en avance à leurs constructeurs partenaires 3 mois avant les releases de système pour leur permettre, selon leurs propres mots, de participer à l'amélioration d'Android, mais surtout, j'imagine, de prendre leur marque pour être beaucoup plus près de la date officielle de lancement du système. Donc là, de fait, Jelly Bean existe déjà sur les devices qui sont distribués à la conférence, est arrivé en mise à jour sur le Galaxy Nexus, et les constructeurs devraient le proposer d'ici juillet, mais encore une fois, pas forcément sur tous les téléphones, mais on imagine que toutes les dernières générations de handsets, de smartphones Android en profiteront. Alors, on me souffle sur Twitter. C'est difficile de tout suivre en même temps, mais c'est pas grave. Le nom dont je cherchais concernant iOS 6 de l'application, c'est bien sûr Passbook. Merci à, comment il s'appelle, à Mathias Marquez de m'avoir mis sur la voie. Alors, tu en parlais, Cédric, c'est compliqué, les programmes de mise à jour dans le monde Android. On sait, en tout cas, que d'après ce que j'ai lu, en tout cas, que ça devrait arriver progressivement, mais d'abord sur certains modèles de téléphone. Pas tous. On sait que c'est ce qui est assez décrié, Edouard, concernant le monde Android, c'est que lorsqu'on achète un téléphone Android, on n'est pas garanti que ce téléphone suivra l'évolution comme peut suivre aujourd'hui un téléphone d'Apple avec iOS. Aujourd'hui, iOS 6, il tournera sur l'iPhone 3GS. iOS 4. Android 4.1 n'est pas certain de tourner sur certains téléphones qui sont en vente aujourd'hui, Edouard. Alors oui, mais c'est un problème qui est déjà différent parce qu'Apple produit ses terminaux alors que sur Android, on a une multitude de vendeurs. Donc ça, Microsoft avec les constructeurs de PC aussi, hein, mais chacun fait son boulot. Hein. Oui, non, mais après, sur Android, la situation est comme ça. Et lorsqu'on achète un téléphone Android, la question de la mise à jour, ça peut vraiment être un critère d'achat. Si on veut être sûr d'avoir les mises à jour directement, qu'est-ce qu'on fait? On achète un device Nexus, donc un Nexus S, Galaxy Nexus, ou une Motorola Xoom, par exemple. Après, les téléphones qui sont construits par Samsung pour Google, donc Nexus, de chez Samsung, et du côté de Motorola, donc c'est la marque qui appartient désormais à Google, puisqu'ils ont racheté Motorola l'été dernier. Oui, voilà, c'est par contre une parenthèse, la Motorola Xoom, parce qu'elle est sortie en janvier 2011, donc juste avant le rachat. En fait, cette Motorola Xoom, elle servait juste à présenter les fonctionnalités de Honeycomb. Bon, Honeycomb, sachant que c'était plus ou moins un OS en bêta, mais ça, c'est une autre question. Ouais. Sinon, pour revenir à la question, je me rappelle plus vraiment. Des mises à jour. Voilà, c'est le vrai handicap. C'est-à-dire au moment où on achète un téléphone Android, on n'a pas forcément conscience qu'on n'a pas une garantie en fonction de la marque et du modèle, que soit on aura accès tout de suite à la mise à jour. Des fois, ça prend du temps. On le voit en ce moment avec le Galaxy Note, sans dire de bêtises, qui a un peu de mal à passer en Android 4, l'ancienne version, celle qui va être remplacée par Jelly Bean dans quelques semaines.
on voit que certains téléphones ne sont pas passés en 4.0 aujourd'hui, alors imaginez en 4.1, Edouard. Oui, mais alors c'est aussi une politique des constructeurs. Donc là, par exemple, le Galaxy Note, ça a été disponible ces derniers jours, je ne sais plus quand, mais c'est très récemment disponible. Ensuite, il faut aussi savoir elle a été que sur retirée Android, apparemment, d'après ce que j'ai vu. oui, voilà, il y avait des problèmes avec. Bon, ça, c'est le problème. Alors, la difficulté, pour résumer, Edouard, et pour laisser la parole à Fanny et Monsieur X, à moins que tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, c'était surtout pour dire qu'en fait, sur Android, il y a 3 grandes parties de terminaux. L'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme. Et forcément que sur de l'entrée de gamme, une mise à jour, ça coûte cher à développer. Et donc, c'est pour ça que les constructeurs vont beaucoup plus réfléchir. Est-ce que sur un terminal d'entrée de gamme, ça vaut le coup ou pas? Et donc, du coup, le temps que ces décisions se prennent, eh bien, les utilisateurs, ils attendent. Ouais. C'est aussi ce facteur qu'il ne faut pas oublier. Le Note, c'est quand même pas un entrée de gamme, et c'est vrai qu'il est très très attendu sur ce modèle-là. Le problème, c'est la question de la motivation des constructeurs à faire les mises à jour. Absolument. Parce que c'est du travail, donc c'est de l'argent. De l'argent que les constructeurs auraient peut-être, surtout quand tu sors 3 ou 4 devices majeurs dans l'année, auraient peut-être plutôt tendance à investir dans le prochain téléphone qui va sortir et qui lui aura la dernière version du système. Et puis en plus, ça peut poser des problèmes de comptabilité. Ça, c'était avant, de compatibilité avec tes propres applications, etc., etc. Donc, la motivation des constructeurs à te sortir la mise à jour, genre, tu vois, au son du métronome, c'est aussi pour ça, je pense que Google, depuis quasiment le début, a cette politique de dire, nous, on va faire des devices un peu flagship, je parle bien français, moi, qui auront toujours les dernières mises à jour, etc., etc., pour créer une sorte de standard du marché qu'ils espèrent que les constructeurs suivront de plus près. Monsieur X. Ouais, je suis d'accord avec Cédric. Les updates, c'est uniquement pour les flagships, pour lui répondre en français. Non, moi je pense au contraire d'Edouard qu'il n'y a pas de discussion chez les constructeurs avec les utilisateurs. N'attendent pas en attendant. Les décisions sont prises. Il n'y aura pas d'update. Voilà, on en revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il n'y a que Samsung qui fait un peu d'argent avec Android, et ça ne dépend pas que d'Android, hein. Et donc qui est prêt à réinvestir sur un produit qui existe déjà pour délivrer les mises à jour que permet Android. Quand on s'appelle HTC et qu'on perd de l'argent, et quand on s'appelle LG et qu'on perd de l'argent, on se focalise sur les nouveaux modèles, à faire un espèce de saut de grenouille, on l'espère, pour dans 18 mois, et enfin faire quelque chose de rentable. Donc c'est un peu le problème d'Android aujourd'hui, hormis chez Samsung, où à mon avis on peut espérer avoir des mises à jour chez les autres. Faut pas trop rêver, et on est dans le même phénomène que tu évoquais, Olivier, qui est en même temps un bien et un vice, qui est le phénomène de la compatibilité d'une version à l'autre qu'on avait avec Windows. Le seul problème, c'est que les versions principales de Windows, elles sortaient toutes les 2 ou 3 ans. Donc tu pouvais te reposer la question légitimement de te racheter un PC quand une version majeure de Windows sortait. Là, on est dans le mobile, et Android, Google, donc avec sa puissance, va nous sortir une nouvelle version d'Android tous les 12 mois, pour pas dire tous les 6 mois. Et donc si on n'a pas un smartphone qui va être mis à jour, ce qui est malheureusement trop souvent le cas, tous les 6 mois il faudra en changer pour être à jour. Donc c'est un peu le petit problème et le petit vice, on va dire, par construction de Android. Moi, c'est surtout là que j'y vois un défaut, mais c'est pas un défaut tant produit qu'un défaut marketing. Ouais. Et au-delà, cette critique que tu décris, elle est aussi, on peut aussi l'adresser, voilà, c'est là qu'il faut faire revenir l'image. Voilà. On peut aussi l'adresser au monde Android concernant les développeurs d'applications, parce qu'avec les différents, pour reprendre un terme encore en anglais, désolé le secrétaire de rédaction d'iCreate, il va pas être content, hein, Monsieur Ignatius. Quand on voit le nombre de tailles d'écran, de form factor, etc., j'insiste, eh bien, c'est parfois difficile pour les développeurs d'applications d'unifier leur application et d'avoir le même rendu. Et c'est vrai que moi, qui suis pas un spécialiste d'Android, Cédric, qui suis pas un spécialiste d'Android, Edouard, j'étais un petit peu déçu en testant, et bien que j'ai pris beaucoup de plaisir à tester le Galaxy S3 qui est arrivé à la rédaction il y a quelques jours, quelques semaines, que je ne retrouvais pas forcément la même qualité en matière d'interface, la même, par exemple, un exemple tout bête, PAF, par exemple, pour pas le nommer, l'application de réseau social mobile, l'application est un peu, elle n'a pas le même rendu, elle n'est pas optimisée pour l'écran du GS3, et c'est un peu dommage. Ça va arriver, mais ça donne aussi une illustration, et
cet aspect un peu mal fini, c'est dommage parce que le produit en lui-même est excellent, en tout cas le Galaxy S3. Revenons aux annonces et l'une des grandes chemin annonces. parcouru. Hein. Il y a un an et demi, j'aurais pas imaginé t'entendre dire des choses pareilles. Quoi. Oui, vraiment, le dernier Samsung, il est vraiment remarquable. Non, mais il a croqué, c'est tout. Non, il a été obligé de l'utiliser et depuis, voilà. Non, mais c'est pas. Il a pas eu le choix. Non, mais je l'ai pas utilisé très Il longtemps. n'a pas eu le choix. Parce Mais que il la t'a batterie plu a un peu, rendu ou quoi, l'âme Olivier très rapidement. La batterie a rendu l'âme Galaxy S3 non, mais non. L'autonomie. Déjà que je me plaigne de mon iPhone 4S, mais ah bon, premièrement, alors Galaxy S3, c'est pas parce mieux. que moi, pour avoir eu comme deux téléphones précédents, le Galaxy Nexus et le Galaxy S2, je trouve justement que la batterie du S3 vachement bien. C'est Quoi. mieux Enfin, que le je S2 veux dire, et le Nexus, je suis d'accord. Mais c'est pas mieux que le 4S. Mais moi, je suis je suis un peu un masochiste. Donc, quand je teste un téléphone, on sort du sujet, mais allons-y, on se fait plaisir, on fait ce qu'on veut. C'est la dernière, c'est les vacances. Quand je teste un téléphone, quand je l'utilise au quotidien, c'est vraiment une utilisation intensive. Donc, je branche tout. Bluetooth, parce que j'ai un kit dans ma voiture et dans mon scooter, et que j'ai un téléphone Bluetooth ici. Wi-Fi quand je suis au bureau. Les notifications, parce que je suis un fan d'info et je veux rien louper, donc à gogo. Donc, mon iPhone, péniblement, il tient péniblement la journée, vers 19h-20h, il lâche. Le Galaxy S3, il a tenu un peu plus d'une demi-journée à ce rythme-là. Mais peut-être c'est un problème de formatage de la batterie, mais de calibrage de la batterie, mais voilà, j'étais un peu sur ma faim. Mais bon, ça va s'améliorer, il faut le souhaiter. Peut-être que j'avais ouvert trop d'applications à ce moment-là. Donc revenons à Google I.O. et principale annonce, principale tête d'affiche de cette conférence, c'est bien évidemment l'arrivée d'une nouvelle tablette dans l'univers Android et une tablette made by Samsung, pas construite par Samsung, mais conçue par Samsung en partenariat avec Asus, Cédric et Edouard. Il s'agit de la Nexus 7, Cédric. Ouais. Primeur alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon. Ouais. On savait, hein, c'est la grosse rumeur, on disait il va y avoir enfin, parce que pour l'instant, dans le programme Nexus, il n'y avait que des smartphones, il n'y avait pas de tablette et ça manquait un peu. Et voilà, Nexus 7, Nexus 7, on l'attendait. Moi, j'avoue que j'en attendais pas grand-chose. À partir du moment où on me dit on va faire une tablette à $200, je dis bon d'accord, donc on va quand même couper pas mal de branches pour arriver à faire rentrer ça dans le prix. Bon, ça va être sûrement très chouette, mais on va pas faire grand-chose avec. Et ça fait donc maintenant presque une dizaine de jours que j'ai la tablette avec moi. Je suis un peu amoureux en fait, parce que j'aime bien le format 7 pouces. T'enflammes un peu facilement en ce moment, Cédric. Je suis un peu cœur d'artichaut, c'est ce que je veux dire. Moi j'aime bien le format 7 pouces parce que ça tient dans une main, mais à côté de ça, moi j'ai de New iPad qui est remarquable, qui fait tout, papa, maman, le café, dans lequel j'ai énormément d'applications, etc. Et donc honnêtement, tu vois, quand on a reçu cette tablette-là, je me suis dit bon, je vais faire joujou avec un peu, et puis elle va se retrouver dans un placard, quoi. Et ça fait 10 jours que je joue avec. Et alors qu'est-ce qui impressionne? La qualité de fabrication. Ça inspire Steph Cartoon, hein, regarde. Hein. Oh oui, je sens que je vais faire une vanne pourrie, je crois que c'est fait. Ce qui impressionne globalement, toujours quand on garde en tête qu'on a dans la main un device qui vaut $200, ouais. C'est la qualité de fabrication, la qualité de l'écran, la réactivité. Et je pense que si Google a attendu le Jelly Bean, donc la dernière version d'Android 4.1 pour sortir une tablette, c'est pas fortuit. La réactivité du système est juste remarquable, quoi. Ça va à une vitesse. Tout marche. Les trucs qui marchaient pas dans les versions précédentes ou qui marchaient pas vite, là c'est très très rapide. Voilà, je switch dans toutes mes tâches, etc. On n'arrive pas à trouver le vrai défaut. Alors on trouve les choses sur lesquelles Google a dû faire des compromis pour arriver à faire tenir ça dans $200. Le stockage, 8 ou 16 gigas. La version $200 c'est 8 gigas. Et 8 gigas c'est pas énorme, il faut le dire. C'est-à-dire que tu vas pas mettre un catalogue de vidéos à l'intérieur. Pas beaucoup d'extensions, pas de 3G, pas de port micro SD par exemple. Mais pour le reste, c'est agréable, c'est remarquablement designé, c'est très utilisable. Enfin voilà, moi je suis vraiment fan. Très belle autonomie,
même en vidéo si tu as envie de lire de la vidéo. Mais moi, voilà, j'ai fait Paris-Sydney en lisant des journaux, du Google Currents, des trucs comme ça, etc., des bouquins. C'est génial. Alors dans l'esprit de Google, mais on va en reparler. La question c'est qui est-ce que c'est censé concurrencer? Ouais. Qu'est-ce que c'est censé concurrencer? On va y arriver, Cédric. Non, pas trop vite. Voilà, pas trop vite. Reprendre la main. Je n'ose pas te couper. Hein. Tu pourrais faire toutes les différences tout seul, mais n'allons pas trop vite. Donc, tu l'as dit, Cédric, c'est un modèle d'entrée de gamme, mais c'est absolument pas un modèle Edouard au rabais. C'est une vraie puce quadricœur qu'il y a dans cette tablette. Les mêmes puces qu'on retrouve dans les derniers téléphones Android de haut de gamme et dans les dernières tablettes de chez Samsung, même voire plus puissant que le modèle qui équipe aujourd'hui le nouvel iPad. Oui, donc c'est le fameux Tegra 3 qu'on retrouve à peu près de partout. Et forcément, on a l'habitude de le retrouver sur des tablettes de 10 pouces. Et là, sachant qu'on se retrouve sur une tablette de 7 pouces, de suite, c'est beaucoup plus rapide. Et sachant que c'est en plus combiné à la dernière version d'Android, la Jelly Bean, on sent vraiment qu'on a une tablette extrêmement performante. Un vrai écran HD, du NFC, on voit l'écran du Wi-Fi, du Bluetooth. Alors, voilà, on retrouve l'écran HD qui vient un peu concurrencer le Retina de l'iPad 3. Ouais, un peu. Donc c'est vraiment un peu. Ça fait 240 pixels par pouce, je crois, donc c'est à peu près, ça se rapproche un peu. Ouais. Et c'est clairement un très bon produit. Je m'y attendais, je m'étais pas beaucoup sur cette tablette, et au final, je suis un peu comme Cédric, c'est une véritable découverte. Je n'aimais pas du tout le format 7 pouces, et cette tablette m'a fait aimer le format 7 pouces. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à conseiller et surtout à tester, parce que versus une tablette 10 pouces, on est vraiment dans un form factor différent, et on n'a pas les mêmes usages, je pense. Cédric, toi qui est un adepte de l'iPad, malgré ta sympathie et ton cœur artichaut pour Android, quelle différence tu vois en termes d'usage entre un iPad que tu utilises maintenant depuis près de plus de 2 ans maintenant, et par rapport à cette tablette 7 pouces? On sait que Steve Jobs, en son temps, mais il s'est beaucoup contredit de son vivant, alors a fortiori maintenant qu'il n'est plus là, avait été très critique, pourquoi je suis pas à l'écran moi, pas très critique concernant ses premières versions de tablette 7 pouces, parce que c'est pas nouveau, ça fait quelques années maintenant. Mais il disait que le format 7 pouces, c'était un truc sans intérêt, quoi, en gros. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse là, concrètement, par rapport à ton iPad? Ça c'est normal, hein. C'est comme le concessionnaire de voiture qui te dit que en gros ce qu'il a pas en stock n'est pas très intéressant, tu vois ce que je veux dire, voilà. Moi je vous promets qu'on va tous être très très vite très fans des tablettes 7 pouces. Même ceux qui trouvaient que c'était pourri vont trouver que c'est une très bonne idée à partir du moment où Apple va sortir la sienne en septembre ou octobre. Puisque c'est aussi tout ce qu'on a vu, tous les papiers qu'on a vus cette semaine sur Apple serait prêt à lancer la production de sa propre tablette 7.x pouces. Il anticipe tout ce que j'ai prévu, c'est dramatique. Mais c'est pas grave. Mais ça fait 50 minutes qu'on est dessus, si tu veux. Moi, il faut que j'aille dormir aussi. À un moment, il est 4h20 ici. C'est vrai, il est tard. Voilà. Mais tu n'as qu'à partir à Bordeaux ou à Tourcoing, je ne sais pas, c'est joli par là-bas aussi. Je suis désolé. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence dans l'utilisation? En fait, la technique, c'est tout balancer d'un coup en disant l'émission va être plus courte comme ça. Mais non, j'ai des réserves. Et la principale réserve, c'est... Non, mais tu me poses la question. Tu me dis quelle est la différence entre les deux. Justement, j'avais envie de penser que la différence serait énorme. Non, pareil. Non, certains l'ont testé. Ils ont dit 9 à 10 heures de vidéo HD. Donc voilà, et puis beaucoup plus évidemment en faisant d'autres choses. J'avais envie de penser que ce seraient des machines très différentes et qu'on ferait des choses très limitées sur la petite tablette. Voilà, là j'ai fait 23 heures d'avion et je suis triste de dire que l'iPad est resté au fond du sac, pourtant il était chargé. Mais peut-être que justement sur les vidéos, il garderait quand même un avantage, ne serait-ce que par sa capacité de stockage. Mais on arrive là à une sorte de point d'inflexion du marché, parce que $200 ou 199, le spécialiste faudrait demander à Monsieur X qui te dira ça mieux que moi, mais tu es sur un sweet spot de prix qui fait que tout à coup ça change. C'est-à-dire que tu peux même imaginer acheter plusieurs tablettes pour chez toi. Et pas juste une, et tout à coup en prendre et les mettre dans les mains de tes enfants, en disant bon, allez, à ce prix-là, si l'occasion qu'ils la perdent, ce sera pas ça.
En disant bon non, c'était un moyen de te couper. En disant à ce prix-là, s'il la casse ou s'il la perdent, ce sera pas la fin du monde. Ouais. Contrairement au New iPad qui est dans mon sac et qui vaut plus de 800 €. Alors, Monsieur X, on va lui passer un petit peu la parole. Son meilleur argument, Cédric l'a dit, c'est son prix, moins de 200 $. Et c'est pas une tablette au rabais. Surtout que, divine surprise, elle est vendue avec un bon d'achat de 25 $ sur Google Play, l'équivalent de l'iTunes Store dans le monde Google, et en plus il vous offre quelques films. Mais est-ce qu'il y aurait une volonté de vendre à prix coûtant, voire à prix cassé, Monsieur X? Ah bah, il y a une vraie volonté d'atteindre ce que Cédric appelait le point doux, le sweet spot, c'est-à-dire ce prix sur le marché auquel... Oui, excuse-moi, je vais en changer là, mais j'ai déjà les mains occupées. Donc d'atteindre je recommence. Ça m'a inspiré cette cartoon. Donc Google, en proposant son produit à 199 $, je pense essaye de répondre à plusieurs choses. D'abord atteindre ce point d'inflexion du marché en termes de prix, où l'achat de ce nouveau produit qui est une tablette et que beaucoup de gens ont mais que la majorité n'a pas, ne devient plus un investissement. Donc tu te dis pas, ouais, va falloir que j'économise pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est vraiment ça contre autre chose. À 199 $, qui serait peut-être donc 135 €, 150 €, ça peut devenir un achat réflexe. C'est-à-dire quelque chose que tu vas faire le week-end en te baladant, en disant ouais, c'est super, j'ai pas à économiser, je fais un petit effort mais je me le prends tout de suite. Et donc ça permet à Google de rattraper son retard, ou en tous les cas d'espérer rattraper son retard très très rapidement. Maintenant, leur modèle, c'est pas de vendre du matériel, Google, et puis franchement, ils n'ont pas été très très bons là-dedans, que ce soit seul ou en partenariat. On attend d'ailleurs toujours de voir ce qui va vraiment se passer avec Motorola. Donc derrière, il y a quoi? Il y a Google Play. Bien sûr, il y a Google Play. Et la volonté de Google de se positionner, moi je dirais pas tant contre Apple, parce que Apple a encore un peu d'avance, mais de se positionner contre Amazon. Donc moi je vois cette tablette comme un concurrent du Kindle Fire, et là Google a d'autres arguments à faire valoir, une présence mondiale, c'est un vrai spécialiste des services internet et pas uniquement au départ de la vente en ligne, et je crois que c'est cette place-là que Google va aller chercher, qu'Amazon a défriché, mais que Amazon n'a pas transformé. Le Kindle Fire n'est toujours pas disponible en France. Donc si Google fait la passe de 3, le prix, la disponibilité partout et une offre en termes de services dans Google Play qui est bonne et localisée, ils peuvent tout casser à Noël. Sauf si à Noël. Apple nous sort un iPad 7 pouces pas cher. Ouais. Voilà qui explique la recrudescence des rumeurs sur cet iPad petit format. Apparemment, il y a des protos qui circulent, mais c'est pas forcément parce qu'un proto existe en laboratoire ou chez quelques fournisseurs qu'il va sortir. Mais enfin, on va voir, on a la réponse à la rentrée. Surtout qu'il y a un vrai problème. Il y aura toujours l'idée du prix. Il y aura toujours l'idée du prix. C'est-à-dire qu'Apple va pas te faire une machine 7 pouces à 199 $. Ça, c'est pas possible. Surtout qu'on dit qu'à ce prix-là, Google a mangé sa marge parce que c'est passé de son modèle. Au-delà, je me posais la question de savoir pourquoi Apple, ces derniers mois, n'a pas suivi le mouvement des constructeurs de smartphones Android avec des écrans king size, à savoir des écrans 4, 4,3, 4,7, 5 pouces pour le Galaxy Note notamment. Et quelque part, on se demande s'ils n'ont peut-être pas peur de phagocyter le marché de l'iPad avec un smartphone avec des écrans aussi grands et qui se réserve effectivement pour soit une mini tablette, soit un super iPod Touch. Là, peut-être qu'il y a un marché, messieurs. Donc, ce serait une sorte de mini iPad. Pas tous en même temps. Ah oui, alors un truc qui serait comme une phablette, hein, plutôt un Galaxy Note ou un truc un peu plus grand, c'est-à-dire ouais. Non, on pourrait comprendre pourquoi le téléphone monte pas, Apple monte pas en gamme de téléphone, de taille de téléphone, parce qu'ils voudraient comme cela préserver. Ils montent pas en gamme de téléphone parce qu'ils n'ont pas changé le form factor depuis plus de 2 ans, c'est tout. Mais il est évident que le prochain, s'il fait pas 4 pouces, c'est qu'on ne comprend plus rien.
J'espère bien. Edouard, Monsieur X parlait du Kindle Fire. C'est véritablement la seule tablette Android qui est véritablement percée sur le marché, du moins aux États-Unis, puisque Monsieur X le disait, elle n'est présente qu'aux États-Unis. Il s'en est vendu quelques wagons quand même, puisque selon Comscore en février 2012, elle représente le modèle de tablette Android le plus vendu, avec 54,4% du marché. À titre de comparaison, la Galaxy Tab n'est qu'à 15,4% du marché des tablettes sous Android. Voilà, on estime entre 5,5 et 6 millions le nombre d'unités vendues lors du dernier trimestre 2011. On n'a pas de chiffre depuis. Je crois qu'il y a d'autres modèles qui sont en préparation. Il faut remettre ça en contexte par rapport à l'iPad. L'iPad, c'est 18,7 millions, donc c'est quand même presque 2 voire 3 fois plus. Non, 3 fois plus. Edouard, Amazon va réagir et proposer ses propres tablettes sur l'entrée de gamme avec différents modèles, un Kindle Fire 2 en somme. Oui, en fait, il y a les premières rumeurs de Kindle Fire 2 qui sont arrivées tout de suite, là, ces quelques derniers jours, comme quoi il pourrait sortir le mois prochain. Donc, à nouveau, ce serait se concurrencer par rapport à cette Nexus 7 avec un prix aux alentours de $200. Et la stratégie, elle serait double. D'une, pour Amazon, d'essayer de récupérer un maximum de parts de marché, et aussi s'assurer que avoir une place de marque dans ce marché où aujourd'hui c'est vraiment Apple qui a le lead et tous les autres qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Il y a Samsung qui en fait, sur les chiffres qui sont donnés, il faut savoir que Samsung, des Galaxy Tab, il y en a de 7 pouces, de 10 pouces avec un stylet. Du coup, je pense que... Ils ont tout essayé, ils ont tout essayé pour déstabiliser Apple et ils ont du mal sur les tablettes en tout cas. Ils essayent de trouver le concept qui marche, on ne peut pas leur dire de ne pas essayer d'innover, ce qui est souvent un peu... c'est vraiment une chose que les gens les constructeurs essayent de faire sur Android, c'est essayer. Chose que Apple dit, on a un terminal, ça va marcher, du moins, ils essayent. C'est vraiment le cas d'Asus aussi, où avec ces transformers, c'est vraiment des terminaux très particuliers. Qui fabrique la Google Nexus 7. Voilà, Nexus 7. On va voir ça sous Windows 8 avec des transformers, et c'est vraiment un constructeur qui... Alors, ça va peut-être pas marcher, mais à la limite, on peut voir que il remplit son rôle d'acteur sur le secteur, c'est-à-dire innover, essayer de trouver des solutions différentes de ce qu'il y a actuellement. Alors, pour conclure sur ce sujet, Fanny, des Galaxy Nexus et des tablettes et de manière générale d'Android 4.0, 4.1, est-ce qu'aujourd'hui la solution d'Apple est peut-être celle d'essayer de jouer sur son avance, et arriver, et simplement en mettant en place des barrières purement judiciaires? On l'a vu cette semaine encore, le Galaxy Nexus, le téléphone Galaxy Nexus, qui est le fer de lance de Google pour son prochain système d'exploitation, est purement et simplement interdit de vente aux États-Unis. C'est pas le fer de lance parce qu'il est sorti en novembre dernier. Ouais, voilà. Non, mais c'est celui qui est distribué aux développeurs Android et sur lequel va être compatible aujourd'hui Android 4.1. C'est le Galaxy Nexus. C'est celui-là qui est marqué en bas. C'est pas les autres modèles. À San Francisco, il y a encore des pubs pour ce téléphone qui est sorti en novembre. Il est sorti en novembre. En Europe, il est arrivé tout de suite aux États-Unis. Ouais. C'est le même timing. Ouais. D'accord. Non, mais oui, Apple, ils se débrouillent comme ils peuvent pour garder leur avance, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas l'iPhone 5, ça va être difficile. Il y a pour l'instant de savoir un petit peu comment ils vont se placer. Donc voilà. Après, les autres constructeurs travaillent vraiment pour innover et ça c'est intéressant. Et c'est vrai que des marques comme Asus ou Samsung se donnent vraiment la peine. Alors c'est vrai qu'il y a des histoires de brevets, etc. Et que forcément ils sont bien obligés de se copier à un moment ou à un autre. Mais il y a plein de petites idées super sympas. Et voilà. Et d'ailleurs, juste pour un petit détail, la tablette, la Nexus 7, elle sera vendue en exclu par Asus en modèle 16 Go. Donc, elle sera disponible en France, Fanny. Voilà, quand elle arrivera en France, elle sera que sur le Asus Store en fait, vendue pour la 16 Go. Donc elle sera à plus de 200 €, c'est triste. Alors, la 8 Go sera 199 €, vendue par différentes personnes, différentes marques. Et par contre, la 16 Go sera 249 €. Ouais, bien. Voilà, ça c'est les prix annoncés officiellement. Alors apparemment ça inspire notre ami Steph Cartoon. Un spécial pour Fanny ce soir.
On remet l'image en plein écran, voilà. iPadettes. Ouais, j'ai une idée pour les Fanny's Party. Écoute, c'est Fanny's concept à Geekette connaître. Party. Ouais, c'est vrai que je lui donne carte blanche, mais il faut pas exagérer non plus quand même, monsieur Carto. Il faut pas déconner, quand il y a quand même des filles qui nous regardent, enfin du moins, j'espère. Bah ouais. Oui, Cédric, tu disais quoi? Non, je disais deux filles, comme Monsieur X. Très bien. L'autre annonce concernant majeure concernant et la surprise concernant cet événement Google, c'est l'arrivée du Nexus Q. Alors Nexus Q, carrément, c'est un ovni, Cédric. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Si. Google l'a présenté comme un ordinateur sous Android, mais c'est plutôt du côté d'Apple TV qu'il faut aller chercher. Eh ben, ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que vous êtes des esprits simples. En fait, ça. Il y a l'étoile noire dans les mains en face. Exactement, t'as l'étoile noire dans les mains. En fait, c'est un ordinateur Android qui n'aurait pas d'écran et donc que tu connecteras à celui de la télé et qui surtout embarque. Tu veux dire comme un Chromebook? Comme une Chromebox. Voilà. Alors, non, de fait, je suis d'accord sur le fait que c'est un ovni. C'est même un ovni. De boule, hein, c'est ça, Cédric. Hein. Alors, en termes de design, c'est assez original. En design, c'est magnifique. Non, mais vraiment, moi, jamais de ma vie, je me serais attendu à voir Google sortir un truc aussi magnifiquement fait en termes de design industriel. Quand tu l'as dans les mains, c'est beau, c'est lourd, les matières sont nobles, enfin c'est sublime. Certains disaient oh là là, on dirait du Apple. Non, ça ressemble pas à l'éthos du design d'Apple. Ça ressemble plus à des choses que tu verrais sortir d'un Bang & Olufsen, d'un Loewe, etc., etc. C'est-à-dire c'est un design un peu plus, qui a énormément de personnalité, j'ai envie de dire. Ce que c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une machine à streamer du contenu à partir de Google Play. C'est-à-dire écouter de la musique à l'intérieur. Ça expliquera parce qu'on parlera du tout à l'heure, il y a un véritable amphi, alors qu'ils disent de qualité audiophile, avec directement les prises pour tes enceintes. J'ai dit ampli. Mais j'ai compris amphi, mais c'est pas grave. Il est tard. Non, il y a 17 000 km entre nous deux, donc bon. Et puis une prise HDMI pour le mettre sur ta télé, et tout ça opéré par ton smartphone ou ta tablette, utilisé comme télécommande pour envoyer du contenu. Quand on compare à Apple TV, moi je suis un peu circonspect. J'ai plutôt envie de dire qu'il faut le comparer à certaines choses que fait Sonos, par exemple, c'est-à-dire à du son multi-room que tu vas opérer de ton smartphone. Mais la question et le truc incompréhensible, c'est le prix, c'est $300. À ce prix-là, et vu ce que ça fait aujourd'hui, pourquoi l'acheter? Qui va trouver une motivation immédiate à acheter ça? Pas grand monde. Et puis ça arrive même face à des choses qui existent déjà, même dans la galaxie Google. C'est-à-dire Visio a sorti un boîtier Google TV qui fait qui fait la même chose et plus parce qu'il y a l'interface Google TV et d'autres choses, et qui vaut $99. Donc c'est un truc magnifique, mais à mon avis pour l'instant c'est limité. Ce que Google a rappelé pendant la conférence, il a dit attendez. C'est un ordinateur, c'est-à-dire que il est éminemment hackable. D'ailleurs, ils ont mis un port USB dessus pour qu'on puisse faire à peu près ce qu'on veut avec. Donc le juger à ce que ça fait aujourd'hui avec uniquement les deux applications Google, je pense que c'est pas ça. Il va falloir. C'est-à-dire que tout à coup, si sur la même chose, tu me sors YouTube, Dailymotion, Deezer, Spotify, etc., ça devient plus intéressant, en plus de tout ce que tu pourrais créer comme application. Donc voilà, c'est un ordinateur qui permet de faire du streaming connecté et social, mais il faut attendre un peu avant d'en déceler la valeur réelle. Voilà. Ouais, puis pour la France, il n'y a aucune annonce, a priori. Non, mais en même temps, c'est très préliminaire. Ouais. En même temps, Google nous avait habitués à faire de l'innovation en mode bêta, mais ça avait un avantage, c'était gratuit. Là, l'innovation en mode bêta à $300, c'est un peu cher. Hormis le fait, moi, que j'ai trouvé que ça ressemblait à 100% à une bouteille de parfum de chez Hugo Boss, là. Allez voir ça sur Internet, c'est assez drôle. Oui. Moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas en juger. Je suis assez d'accord avec Cédric, ça ressemble plus à un truc à la Sonos qu'autre chose aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, moi ce qui me fait rêver c'est le sans fil, c'est AirPlay, c'est plus de AirPlay, et sans l'avoir manipulé, sans l'avoir donc totalement compris ce produit,
toutes ces dreadlocks, là, ces nattes qui sortent de derrière, ça me fait pas envie. Et une chose est sûre, ça passera pas le WAF, hein, le facteur d'acceptance féminin. Vous ramenez ça chez vous et je pense que votre femme, elle vous fait dormir à la cave pendant 2-3 jours. Alors peut-être pas chez Fanny parce que c'est elle qui décide de l'équipement électronique, mais c'est vraiment, une fois qu'on a mis les câbles, très très moche. La dernière chose moi qui m'a surpris et qui m'a plutôt plu, et ça n'a rien à voir avec le produit lui-même, c'est le fait que Google ait été très fier de dire et de vendre en termes de com que c'était un produit non seulement conçu aux États-Unis, mais fabriqué à 100% aux États-Unis. Et ça, je crois qu'ils l'ont fait à dessein, par fierté, par volonté, et pour faire un petit clin d'œil malicieux à Apple. Et assez mérité à Apple. Et moi, ça, j'aime plutôt bien. Il faut aller voir le papier passionnant qu'il y a sur ce sujet dans le New York Times, où ils disent Google essaye un truc nouveau, le Made in the USA. Génial, génial. C'est très bien. C'est un excellent papier qui explique bien d'ailleurs pourquoi ils l'ont fait et pourquoi ils peuvent le faire. L'usine, elle se trouve à San José, donc les gens de Google te disent c'est merveilleux parce que c'est à un quart d'heure en voiture du bureau. C'est la Silicon Valley, comme avant. C'est ça. Ben oui, c'est un peu la Silicon Valley old school, c'est-à-dire que tu sors du bureau, tu prends ta voiture et tu vas à l'usine. Et forcément, ça permet de régler des problèmes et de développer des choses beaucoup plus rapidement et de régler les soucis au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ouais, c'est ça. Bah ouais, même moins, même plus, ouais. Et du coup, voilà, ça explique un petit peu la différence de prix, mais pas tant que ça. Ils le disent bien maintenant. Le delta entre les salaires en Chine et aux États-Unis, enfin en tout cas avec le salaire minimum aux États-Unis est en train de se réduire. Donc ça explique pas tout et ça prouve par l'image que c'est rigolo parce que moi il y a moins d'un an en septembre dernier je voyais Eric Schmidt dans une conférence qui avait rien à voir à qui on disait mais alors la réindustrialisation le patron du conseil d'administration le patron absolument le président de Google et à qui on disait mais alors la réindustrialisation etc. Et c'est maintenant le problème non mais justement non il disait mais le problème c'est pas qu'une question d'argent c'est pas qu'une question de prix c'est une question de capacité à produire, cette capacité on ne l'a plus aux États-Unis et c'est une question de qualité du travail, c'est-à-dire que même en oubliant le prix, ce qui est produit en Chine est de meilleure qualité que ce qui est produit aux États-Unis. Je te raconte pas le silence de mort qu'il y avait dans la salle à ce moment-là. C'est en gros, il dit même en termes de qualité de travail, on n'est plus capable de faire la même chose. Donc là évidemment, ce qu'ils font, ils le font sur un truc qui est limité en termes de quantité. Je pense pas qu'ils auraient fait la Nexus 7 dans une usine de la Silicon Valley, faut pas déconner. Mais non, allez tous lire le papier du New York Times sur la question, c'est génial. Ouais. C'est très drôle. Juste pour l'anecdote, c'est qu'en bas du papier, il y a les premiers commentaires de gens qui disent ça. Et il y en a un qui m'a fait mourir de rire, qui dit écoutez, c'est génial. Moi vraiment, il dit ça me fait tellement plaisir de voir qu'une grande entreprise comme Google se met à reproduire des choses aux États-Unis. J'ai pas exactement compris. Ouais, c'est ça. J'ai pas exactement compris ce que fait la machine, mais je vais en acheter une ce week-end. En tout cas, pour revenir, c'est vrai que c'est un sujet passionnant, d'autant plus que l'un des artisans de la délocalisation au sein d'Apple, des usines, la fermeture des usines en propre d'Apple, ou des fournisseurs aux États-Unis pour des fournisseurs en Chine, c'est Tim Cook, l'actuel patron d'Apple, et on sait qu'il a été pas mal critiqué cet hiver. On va voir dans les mois et les années qui viennent si Apple va se décider enfin à relocaliser un petit peu dans la Silicon Valley, pourquoi pas en Europe. C'était le cas, Monsieur X, à Cork, notamment en Irlande. Un dernier petit mot concernant quand même ce boîtier Nexus Q, très compliqué à résumer, donc il va falloir vraiment mettre des trésors de marketing pour y arriver. Et quelque part, est-ce qu'ils vont pas flinguer effectivement, alors que c'était pas déjà une grande réussite, Edouard, la Google TV? Mais en fait, clairement, quand on a ce produit, on se demande clairement à quoi il peut servir face à une Google TV, parce que au niveau des fonctionnalités, c'est relativement peu développé. Il n'y a que du cloud dessus, donc c'est soit YouTube ou soit Google via le Play Store. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce Nexus Q a 16 gigas de mémoire qui est absolument pas utilisé à l'heure actuelle. Et je pense que peut-être que le Nexus Q ne sait en gros rien faire à l'heure actuelle, mais probablement dans les mois à venir, il y aura le contenu qui va arriver, et notamment les hackers dont parlait Cédric tout à l'heure ont réussi à installer des applications Android, parce qu'à la base c'est du Android dessus. Donc on peut se dire que peut-être que ça va devenir une Google TV, un autre produit, mais en tout cas il y a un avenir qui est probablement celui qu'on n'arrive pas encore à dessiner aujourd'hui.
Ouais, Ouais. c'est une machine vide. C'est une machine, vraiment une machine où il y aura juste le système et pas ou très peu d'applications. Les applications qu'on voit là sont à la limite de la preuve de concept, quoi. C'est dire, regardez, on peut faire des choses avec, mais tel quel, c'est pas vendable. Je pense que Google a pris un risque. Ils avaient envie de le sortir parce qu'ils avaient envie de le sortir eux et pas que la rumeur fasse état de la sortie de cette machine. Mais quelqu'un disait très, très justement que chez Google, on a du mal à attendre avant d'ouvrir ses jouets à Noël, avant d'ouvrir ses paquets. Ça aurait mérité qu'on attende 6 mois de plus, qu'on le mette dans les mains de développeurs et qu'on sorte une petite flopée d'applications, peut-être avec des partenaires stars un peu, tu vois, un Spotify, un machin, etc., pour que les gens disent, ah oui, d'ailleurs, ça y est, je comprends instinctivement ce que ça fait. Je pense qu'il faut qu'on s'en reparle dans 6 mois. Mais ils ont peut-être plombé un peu les chances de succès de la machine, même s'ils en attendent pas énormément, en le sortant aujourd'hui, parce que est-ce qu'on aura envie d'en reparler dans 6 mois, c'est à voir. Mais vous viendrez à la maison, je vous montrerai. Ne serait-ce que le design industriel de cette chose est vraiment sublime. Ouais. Surtout qu'il y a un an jour pour jour, ils présentaient de mémoire les Chromebooks. On avait fait une émission, souviens-toi Cédric, on était en duplex de Monaco à l'époque, c'était sympa. Et on en est où un an après de ce chantier-là pour clôturer sur les produits existants ou à venir dans la gamme Google? J'ai pas de chiffres sur les Chromebooks. Pour eux, C'est c'est pas des un machines qui grand arrivent en succès, quoi, support. je veux dire. Oh, Ouais. bah, ça a jamais été conçu pour être un grand succès grand public, hein. Mais J'ai l'impression que ça c'était arrive l'année en dernière qu'il support. fallait sortir une tablette 7 pouces, pas cette année, quoi. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Mais Ah, bon, ça, quand même. pour ça, il est jamais trop tard du tout. Mais les Chromebooks, etc., ils arrivaient en support de Google Apps et de tout ça, et de ce côté-là, ça a l'air de marcher Donc, bien. Ils en sont à 5 millions d'entreprises. C'est-à-dire, tu vois, d'avoir Docs, etc. Enfin, toutes des applications bureautiques dans le cloud, et qui font évidemment sens sur, un, les Chromebooks, les laptops, et puis deux, les Chromebox, les petites machines, dont celle de Samsung, qu'ils ont encore une fois distribuées à tout le monde, que tu branches à un écran, un clavier, et qui te fait une sorte de PC cloud simple. C'est le net PC qu'envisageait Oracle dans les années 90, mais qui marche vraiment. J'ai pas d'idée sur les ventes exactes. J'imagine que ça doit se vendre un peu en entreprise. Et puis dans l'éducation aussi, parce que c'est des machines simples qui se tiennent à jour tout seul, il n'y a rien à gérer. En gros, c'est de l'informatique sans avoir un responsable informatique, quoi. Alors bon, du côté de Steph Cartoon, c'est pas véritablement les Chromebooks et encore moins, j'essaie de revenir à l'écran, et encore moins la tablette qu'il a inspirée cette fois-ci, c'est plutôt du côté de Siri et des vacances, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est du monde de Steph Cartoon. En tout cas, c'est vrai que ça peut servir le GPS pour ce genre de choses, mais les vacances, c'est dans quelques minutes, c'est plus pour longtemps. Même si il nous reste encore à finir le magazine à Écriette. L'autre, c'est pas une surprise, on en avait déjà entendu parler, mais pour conclure sur Google ce soir, c'est la démo qui a été faite, qui était vraiment impressionnante, messieurs, d'une solution qui s'appelle Google Glasses. Alors Google Glasses, c'est ces sortes de lunettes communicantes qui pourraient à terme remplacer nos téléphones dans nos poches. Je cherche une vidéo pour la diffuser en même temps. Voilà, elles sont là. C'est dur de parler et de faire le réalisateur et de présenter en même temps. Voilà, elle arrive. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept? Au début, on croyait plutôt à la science-fiction et puis aux surprises, mais en n'allant pas trop vite parce que j'ai quelques images pour l'illustrer, quelqu'un est arrivé sur scène avec un modèle. Olivier est en train de nous dire, parlez-en, mais n'en parlez pas trop. Enfin, je veux dire, Non, le concept en lui-même, vous y croyez ou pas? Ouais, absolument. La vision, c'est de dire que le wearable computing, comme on dit, c'est-à-dire des accessoires informatiques que l'on porterait sur soi, en gros des interfaces plus naturelles qu'on verrait, par exemple, comme là dans son champ de vision habituel, sont le futur du numérique et de l'interactivité. C'est ça la vision de Google. Après, il faut voir comment il le transforme. La vidéo qu'on voit là est encore un truc assez conceptuel, j'ai envie de dire. C'est ce qu'ils aimeraient arriver à faire. On ne sait pas exactement où ils en sont aujourd'hui, malgré la démo qu'on a vue sur scène, Olivier. Ouais, on va y arriver. Alors, je la cherche. Elle arrive. C'est difficile parce que j'ai un tout petit écran et plein de fenêtres à mon écran, mais elle arrive. Voilà, on s'améliorera la prochaine fois. Ouais, ce qui était vraiment impressionnant dans cette présentation, donc, c'était effectivement qu'ils ont décidé pour montrer la portabilité du système, de sauter en parachute avec leur Google Glasses. Ça, c'était vraiment ça très impressionnant. Oh, il y a pas Olivier, forcément quand tu t'inquiètes pour savoir est-ce qu'on va arriver nous à faire un Google Hangout Live, moi après avoir vu ça la semaine dernière, je dis si on n'y arrive pas, vraiment nous on n'est pas très fort parce qu'on n'a même pas besoin de sauter d'un ballon au-dessus de San Francisco. Non, c'est la démo la plus ahurissante qu'on ait vue.
mais ça reste très limité parce qu'en fait tout ce qu'on voit c'est l'image qui sort de la caméra intégrée au Google Il n'y a Glass. pas de notification, il n'y a rien, on voit Il n'y a rien. rien, il n'y a pas d'interface, on voit rien. En gros, si je me colle une GoPro sur le côté du front, je la colle, je la scotche à du Et on voit qu'il Wi-Fi saute, ça fait peur. non mais ça c'est non, par contre dans la démo était ahurissante. Moi j'ai croisé le garçon qui est en train de sauter là, je l'ai croisé au restaurant juste après, je lui ai dit attendez mais il vous a fallu combien de temps de préparation pour arriver à faire ça? C'est même pas du parachute, hein, c'est du wingsuit. Après il déploie les parachutes. Il a juste voulu me dire que ça faisait quand même des semaines et des semaines et des semaines et des semaines qu'ils testaient, qu'ils avaient répété, qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Non, et puis après ils arrivent sur le toit du Moscone. Enfin, t'as découvert une fonction. Oui, regarde, Ah je oui, peux arriver dans l'image. tu peux le réinsérer dans la vidéo. C'est de toute beauté. Magnifique. Il y a une belle fonction d'incrustation. Donc c'était une jolie démo, à mon avis, qui était juste là pour dire, regardez, ça existe et c'est pour de vrai et on va vraiment en faire des choses. Mais là aussi, c'est très, très, très préliminaire. Ouais. Édouard, il y a plein de, excuse-moi, il y a plein de champs d'application avec ça, quoi. C'est des lunettes de Terminator. Tu pourras, je sais pas, imagine pour les attachés de presse, le rêve, tu pourras reconnaître tous tes journalistes sans te planter de nom et tout, parce que ça se mettra en rapport avec tous tes profils. Voilà, mais voilà, tu te tromperas plus de copines quand tu les croises dans la rue. Hein. Ouais, faudra juste que les lunettes soient un peu plus discrètes, quoi, parce qu'effectivement. Avec le pad là sur le verre, ça ressemble un petit peu. Ouais, c'est relativement discret. Regardez, pour une fois, je suis synchro. C'est relativement discret. T'appelles ça discret, toi? C'est relativement discret. Moi, je prends. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que j'entendais en disant quelque chose souvenez-vous, il y a 15-20 ans, les premiers qui avaient des téléphones mobiles à la main, tout le monde se foutait de leur gueule en disant attends, c'est ridicule, tu peux pas te balader dans la rue comme ça. Je pense que là aussi, je pense que là aussi notre conception de la normalité va évoluer. Hein. Oui, regarde le Galaxy Note. Pas tous en même temps. Oui. On a un exemple entre les deux, c'est l'oreillette Bluetooth. Hein. Alors il y a 5 ans, 50% des gens avaient une oreillette Bluetooth et c'était super, hein, que ça soit dans la voiture ou au supermarché. Aujourd'hui, je crois que porter une oreille Bluetooth est synonyme quand même de mauvais goût. Et je pense que si le design en reste là, ça prendra pas aux États-Unis. Oui, mais je parle de mauvais goût, donc on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Aux États-Unis, la semaine dernière, j'ai encore pris un taxi qui avait 2 oreillettes Bluetooth, une de chaque côté, et qui prenait pendant ce temps-là des appels en main libre sur son téléphone. Ça ne s'invente pas. Bah oui, ça s'invente pas. Édouard, concrètement, c'est plus qu'un prototype, hein, puisque Google a annoncé qu'ils allaient rendre disponibles aux développeurs des unités à un prix salé, je crois. Je crois que c'est autour des $1 500, c'est ça, Édouard? Alors en fait, il proposait des inscriptions pour que début 2013, uniquement les résidents américains puissent réserver un modèle de Google Glass. Donc c'est $1 500. Développeurs américains. Ouais, développeurs. C'est quand même excessivement cher, surtout que c'est uniquement un prototype, donc on est en bêta-testeur et avec pas grand-chose. Au niveau des fonctionnalités, à l'heure actuelle, on nous a juste montré Hangout et cette vidéo. Donc c'est a priori il y aurait Android qui tournerait dessus. Donc est-ce que c'est l'avenir? Oui, a priori, oui, il y a intérêt. Hein. Enfin, il ne faut pas faire ça sur Windows, mais bon, on sait jamais. Non, mais on aurait pu imaginer qu'ils étaient quelque chose d'autre. Et donc voilà, c'est un peu comme le Nexus Q. Je vois ça comme un projet qui arrive. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais Google essaie. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec le fait que c'est un peu comme le Nexus Q, sinon que là, ils le font bien. C'est-à-dire que quand il faut raconter quand même tous les gens qui étaient dans la salle. La démo est arrivée alors à un moment où on nous parlait de Google Plus avec la nouvelle fonction Events. Enfin, c'était pas passionnant. Et tout à coup, Sergey Brin arrive sur scène en disant excusez-moi, j'ai un truc à vous montrer, mais c'est un peu, il faut que ça se fasse maintenant parce que j'imagine que le ballon arrivait à l'endroit où il fallait pour que ça saute. Donc c'était super excitant. Et tout à coup, quand Sergey Brin s'est mis à dire bon, maintenant l'important pour nous c'est d'arriver à vous les mettre dans les mains pour que vous puissiez commencer à développer des applications, il y a eu un tremblement dans la salle, les gens disaient ça y est, on va repartir avec les lunettes. Donc il a un peu désamorcé ça tout de suite en disant oui, mais pour l'instant ça va être $1 500 parce que ce qu'on vous vend c'est quand même encore des prototypes quasiment faits à la main. Voilà, c'est un peu comme le Nexus, sinon que là ils le font bien, c'est-à-dire qu'en avance de charge, ils le mettent dans les mains
des développeurs. Moi, en sortant, je disais bon, il y a peut-être quelques dizaines de fondus qui vont aller prendre les lunettes à $1 500. Eh ben non, elles étaient numérotées, hein, donc je sais qu'ils en ont pré-vendu parce que les gens les recevront début 2013. Plus de 1000, hein, je crois, ce qui est pas mal sur le nombre de participants de la conférence qui était de 6000. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est que le jour où ça arrivera pour de vrai dans le grand public, il y aura des applications avec déjà. Ouais. Bah écoutez, en attendant, je propose qu'on passe au coup de cœur, parce qu'après plus d'1h20 d'émission, il serait peut-être temps de passer au coup de cœur, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Normalement. Et ça marche. On a droit à 2 fois. Allez, on se rôde. Cédric, ton coup de cœur de ton côté. Allez, on t'écoute. Bon, bah c'est Google Now. Merci de l'avoir défloré jusque-là. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est rien. Google Now, c'est... Comment dans le métier, tu sais bien. Hein. Et c'est pas grave. Google Now, c'est une nouvelle application sous Jelly Bean, donc on trouve sur le Galaxy Nexus et sur la tablette Nexus 7. En gros, imagine une version web, j'ai envie de dire, d'un assistant automatique. Alors c'est rigolo parce que pour le lancer, je vais essayer de vous le faire en live. Ça, c'est quand même super gonflé. Voilà, vous prenez le bouton Home. C'est pas facile de faire un truc à l'envers en regardant juste l'écran. Tu drag drop jusqu'à Google. Et voilà, voilà. Et là, il va lancer Google Now. En gros, Google Now, c'est un truc qui va prendre des informations qu'il a déjà sur toi, c'est-à-dire l'endroit où tu te trouves, les prochains rendez-vous dans ton agenda, la ville où tu te trouves, les derniers trucs que tu as cherchés sur Google, et il va t'en sortir des informations automatiques qui seront de plus en plus pertinentes avec le temps qui passe. C'est assez rigolo. La semaine dernière, j'ai cherché un restaurant sur Google. Tout à coup, dans Google Now, l'application me signalait les horaires d'ouverture, 2, le fait que pour y aller à cet instant précis, il fallait 25 minutes en voiture. S'il sait que j'ai un rendez-vous dans 2 heures, il va regarder le temps qu'il faut pour y aller, il pourra même m'avertir en disant attention, votre rendez-vous de 10 heures pour y aller, ce serait bien que vous partiez à moins 25, etc. etc. En gros, c'est un assistant automatique qui ne demande pas de rentrer plus d'informations que ce que tu fais déjà, et tu n'as pas besoin de renseigner des choses, mais il va te donner automatiquement les scores de ton équipe de foot préférée. C'est quoi l'amplificateur naturel pour smartphone? Les scores de ton équipe de foot préférée, et enfin toutes ces choses qu'il sait déjà sur toi au travers de tes recherches sur Google. C'est intéressant parce que je pense aussi que ça préfigure ce que feront les lunettes, c'est-à-dire te donner de l'information contextuelle en fonction du moment de la journée, de l'endroit où tu es, de ce que tu es en train de faire, de ce qu'il y a dans ton agenda, des choses que tu as cherchées, etc., etc., de manière automatique sans que tu aies besoin de repasser par un clavier. Voilà, c'est gratuit et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien foutu. Ça y est, c'est fini. D'ailleurs, on a quelqu'un qui a pas envie de se coucher tôt, hein. C'est long. Monsieur X, votre coup de cœur, c'est quoi ce soir? C'est quoi donc? Bah, ta vidéo qui est prête? T'as bossé un petit peu? Bon. Oui. Voilà. Bon, bah, c'est un produit qui tourne toujours. Ouais. Donc c'est un produit qui tourne toujours autour de mes obsessions. C'est le Mango Beat. Mango Beat, c'est quoi? BEAT, bien sûr. C'est un amplificateur de son. Mais qui est fait en matériaux naturels. Donc tout simplement avec un morceau de bois et un peu de cuir. Alors je dois avouer que je ne l'ai pas encore testé moi-même parce qu'il est arrivé chez Olivier et qu'il me l'a toujours pas livré, donc je suis un peu vexé. Mais le principe me séduit suffisamment pour en faire mon coup de cœur, parce que c'est 100% naturel. C'est pas cher et en plus j'ai trouvé ça plutôt beau. Voilà, donc allez voir ce produit Mango Beat, un bel amplificateur pour smartphone en général, ça marche aussi sur d'autres smartphones. Il n'y a pas une prise, faut pas acheter un câble, vous rajoutez pas 29 €. Et puis ça reste certainement en tant qu'amplification assez discret, vous réveillez pas les voisins. Voilà, donc un petit produit de l'été qui me plaît bien, l'amplificateur idéal pour vos pique-niques. Et puis mon deuxième petit coup de cœur, c'est tout simplement ce qu'on est en train de faire, donc Google Hangout et ce broadcast en live. Moi je reste depuis notre test lundi soir absolument éberlué qu'on soit à 5 parce que j'étais bloqué sur la vidéo, ça m'inquiétait. Avec Cédric aux antipodes, nous 4 dispersés aux 4 coins de Paris, à parler, à diffuser ça en live avec une bonne qualité vidéo, une bonne qualité de son, c'est synchro et ça coûte rien en plus, et ça ressemble bien. C'est de la télé gratuite. Ouais, ça la ressemble télé bien à gratuite, Google. c'est quand même assez remarquable.
Voilà, quand on y a goûté, là, ça va être difficile d'en sortir. Et à chaque fois que j'utilise cette techno de Google, et encore plus ce soir avec la partie broadcast, je me dis qu'ils ont fait des pas de géants et que Apple aura du mal à les rattraper, au moins sur ces territoires-là. Ouais. Ouais, alors je l'ai reçu, hein, ton engin. T'étais forcé de finir par un blasphème, vraiment. Ouais, c'est vrai. non, mais C'est la fin de que- saison. C'est vrai qu'iChat n'a pas évolué depuis des années véritablement. On a message maintenant. À régresser. À On a régresser. carrément régressé quoi. Et que une fonction et ce qu'on a commencé à faire, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire en refait le max, c'est le ciel iChat. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, il est là ton engin, hein, il t'attend. Et le problème c'est qu'il a un peu, voilà, c'est un peu particulier hein, quand en termes de design, c'est pas tellement mon truc moi, personnellement. Et vous avez pas l'odeur, Ah, mais moi, ça fait un j'adore. petit peu fort. Voilà, C'est la nature, monsieur, ça. Voilà, toi tu vis dans un monde de citadins aseptisés. Hein. c'est cool. C'est un retour Bon. à la nature, Olivier. Bien, Fanny, puisque tu es à l'écran, est-ce que tu as la Oui. gentillesse de nous sortir un petit coup de cœur là de derrière les fagots? Oui, tu as aussi ma vidéo. Oui, j'ai tout moi. Oui. Donc moi, j'ai fait une petite conférence sur le Serious Game il n'y a pas très longtemps. Et là, comme on approche des vacances, faudrait pas oublier de réviser un petit peu, surtout ces maths. Et là, non, j'ai découvert Les vacances, c'est aujourd'hui. Ouais, voilà, mais justement. Et donc c'est un petit jeu qui permet d'apprendre à résoudre les équations à multiples inconnus, hein. Mais ça en commençant par un jeu. Donc en fait c'est une petite boîte où il y a un petit dragon, il faut le nourrir de tomates, de poissons, etc. Et tout ce qu'on met à gauche, il faut aller le remettre à droite, division, multiplication. Sauf qu'au début, c'est un petit peu comme avec des images de memory, et on apprend par réflexe, par habitude. Et ensuite, le petit dragon se transforme en X et les petits trucs en B, Z, machin, etc. Et en fait, c'est vachement bien, ça marche super bien sur les enfants, testé, etc. en classe. Il faut savoir On a que... fait un jeu de filles, hein, on est bien d'accord. Non, justement, sache que les petits garçons adorent parce qu'il faut nourrir le petit dragon qui grossit et c'est à la façon d'Angry Birds. Plus tu fais ça avec le moins de cartes utilisées, plus tu le fais de façon simple, plus tu as tes 3 étoiles. Tu vois, ton taux de réussite est meilleur. Et en plus, le petit dragon, il grossit un peu comme un Pokémon. Plus tu récites tes équations, plus il grossit. Et plus ta bébête, elle devient énorme, belle, etc. Et tu collectionnes tes dragons en fonction des équations. Et donc voilà, et j'aime beaucoup ce jeu qui est vachement bien foutu et qui permet entre autres, des taux de réussite incroyables. Parce que justement, 80% des enfants qui ont joué au jeu, après, en cours de maths, sur une interrogation écrite, réussissent le test sur les l'essayer, c'est l'adopter, dis-toi. Voilà. Apparemment, on a reçu je dis pas apparemment, c'est même sûr, on a reçu l'image, le coup de cœur de Steph Cartoon, tous aux abris. Ah bah voilà, écoutez, je cautionne, je plus sois. Elle n'a pas de veste en cuir. Ce soir, non, j'ai fait un effort, mais il fait un peu chaud à Paris malgré l'orage qui gronde et l'ensemble des réseaux de la Terre GSM qui sont en train de tomber en ce moment. Mais c'est pas grave. Édouard, ton coup de cœur ce soir, quel est-il? Alors bien notre coup de cœur avec un éthylotest. Alors vous savez probablement que depuis le premier jour... Plus alcool égale bizarre, les gens qui travaillent sur Android. Hein. En fait, c'est un coup de cœur pour Rodrigo, c'est ça? Je suis en train de le dire. En gros, ouais. J'y pense à lui même s'il n'est pas là. Quoi. Donc en fait, depuis le 1er juillet, dans toutes les voitures, il faut posséder au moins un éthylotest. Et sachant que pour l'instant, c'est pas validable, mais ce sera vers le mois de novembre. Et comme possibilité, actuellement, vous avez soit des éthylotests jetables qui coûtent 1 ou 2 euros, soit des permanents qui en coûtent plus de 150. Et en Putain, fait, ça y est, on a un sponsor, c'est AXA, on va tous gagner de l'argent. Non, Vraiment, mais non. c'est la vidéo donc, d'Accent. ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet qui a fait partie d'un concours d'AXA, justement, et qui permet en fait de connecter un éthylotest directement sur son smartphone. Alors le smartphone, il est soit Android, soit iPhone. Donc ça se connecte de manière classique dessus. Et il suffit de souffler dedans et immédiatement sur votre téléphone, vous allez voir si vous pouvez ou non prendre la voiture à ce moment-là. Donc au niveau du prix, c'est à peu près 40 euros. Il n'y a pas encore de date de disponibilité qui est donnée. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne initiative pour en fait avoir un peu de technologie en étant dans la légalité. Bon, j'ai besoin de quelqu'un avec une souris pour s'occuper de la régie, mais bon, c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Mon coup de cœur de mon côté, c'est ça. Ah, il est là. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis, que c'est donc? Alors, qu'est-ce que c'est? Un modem 9600 beau. Ah, ça ne Je ne servirait vois que pas le ça. temps qui court.
Alors, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de prise Ethernet. Ah si, il y a une prise. Si, une prise Ethernet, une prise USB, un petit bouton avec il y a marqué Wi-Fi dessus. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Ah Je si, vous ça dis y est, GoFlex, je sais. ça vous fait penser à quoi? Alors, GoFlex, c'est le ça est révisé. Hein. Le GoFlex, c'est le système de disque dur Wi-Fi de Seagate Seagate, qui permet de diffuser des films sur tous les terrains en Wi-Fi, notamment en vacances. Les vacances arrivent. Ben, ça, c'est son concurrent, c'est G-Connect qui fait ça. C'est un disque dur Wi-Fi également qui permet d'envoyer des vidéos. On peut se connecter avec un Mac, avec un iPad, un iPhone. Comme il y a une prise Ethernet, ça c'est un plus par rapport au Seagate. Il peut se transformer en point d'accès Wi-Fi si la chambre d'hôtel par exemple n'a pas de Wi-Fi et que vous voulez partager l'accès Wi-Fi avec la famille. En revanche, il n'y a pas de batterie. Ça c'est un gros défaut par rapport au GoFlex, mais il y a un système, on peut le brancher sur un câble allume-cigare et donc balancer les vidéos dans la voiture et rester tranquille jusqu'à l'arrivée à Marseille et prendre le cap sur Ajaccio, mais c'est pas pour tout de suite. Son prix c'est 200 € et ça s'appelle le G-Connect de G-Technologie. Achetez-en plein, c'est très bien. Enfin plein, hein, ça suffira. Pour la famille, on vous l'a dit, c'est les vacances, donc on refait le Mac va se mettre en parenthèse pendant quelques semaines. Apparemment, ça inspire à notre ami Steph Cartoon que voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit Steph? Alors essaie de glisser l'image. Oui, je suis toujours là. Ah oui, c'est la fin, oui. Je confirme au Tarinetta Bella Chichi, oui. Effectivement, je ressemble pas à ça. Non, c'est pas très gentil. Non, franchement, c'est pas très réussi, c'est caricature. Dites-moi que je ne ressemble pas à ça. Mais le drapeau corps, je veux bien. Le casque, je veux bien. Les lunettes de soleil, non, c'est plus classieux quand même. Et je sais nager. Mais tiens, il n'y a pas eu mon super, c'est étonnant. Écoute, ça sera la prochaine fois. Donc on refait le Mac se met en parenthèse pendant quelques semaines, le temps de reprendre un petit peu le dessus sur cette année qui a été particulièrement chargée. Merci à tous les valeureux internautes qui nous ont suivis en direct sur YouTube pour tester cette solution. On essaiera de rééditer ça l'année prochaine si on en a l'occasion. On essaiera surtout de faire ça beaucoup mieux et un peu moins amateur. On se retrouve, si vous êtes d'accord, à la rentrée. En attendant, vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran. Qu'est-ce qu'il y a au menu samedi, Cédric? C'est une bonne question que tu me poses là. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Non mais attends, mais c'est un truc de fou. C'est en Australie, là. C'est en Australie, alors on resitue. Non mais ça, il est 4 heures, il est 4 heures ou 4 ou 5 heures du matin. Il est 5 heures du matin. Il est pourquoi? Alors j'y suis oui absolument, mais pour un plein écran que vous ne verrez qu'à la rentrée, qui sera le premier de la rentrée, parce que plein écran aussi prend des vacances. Et donc la dernière, mais oui bien sûr évidemment série sur Chat Intel, le truc que j'ai tourné la semaine dernière pendant qu'on faisait autre chose et avant Google I.O. etc. Ouais, c'est signe que pour moi aussi il est temps que la saison se termine. Il faut arrêter de voyager un petit peu, il faut se reposer un petit peu. Voilà, donc ça c'est les derniers projets de recherche dans les labos d'Intel, et ce que je suis en train de tourner à Sydney, c'est-à-dire Imagine Cup, le très très bel événement que fait Microsoft tous les ans, mais pas à Sydney, heureusement, autour des étudiants d'informatique, enfin cette espèce de coupe du monde, de JO de l'informatique et du développement logiciel, ça ce sera pour la rentrée. Ouais. Edouard, vous le retrouvez tous les jours sur Frandroid, un spécialiste des tablettes et des smartphones. Prochain événement important dans l'actualité Google ou l'actualité Android en général en termes de sortie? Non, a priori ce sera au niveau de l'IFA, donc à la rentrée. À la rentrée. Voilà, j'espère que nous y serons. Fanny's, vous la retrouvez sur son blog, vous la retrouvez sur lors des Fanny, c'est parti. Vous êtes dur avec moi ce soir. Je voudrais bien vous y voir à gérer tous ces boutons en même temps et parler, les vidéos, les images. Quand est-ce que tu organises la prochaine Le 25 septembre. Le 25 septembre au Hard Rock Café. Rendez-vous à 18h30. À Paris. On va peut-être se rendre un petit peu en province, petite Fanny. Ça va venir. Bon. Et vous retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, mais à partir de la rentrée, parce qu'il va se reposer lui aussi, croyez-moi, il en a bien besoin. Le cryptage, c'est aussi pour cacher ses cernes sous les yeux. Monsieur X, qu'on apprécie chaque semaine, et que vous retrouvez sur Twitter, @TrueMrX. Et bonnes vacances à tous. Hein. Oui, il en a bien besoin. Voilà. Oui, non, moi je suis content de partir en vacances. Voilà, j'ai des plaisirs relativement simples, mais bon, comme tous les bons mordus, je pense que je vais continuer à tweeter tous les jours. C'est ça qui a changé véritablement mon smartphone dans ma vie. Avant, j'arrivais à laisser mon ordinateur à la maison. Le smartphone, c'est plus possible.
Ouais. Mais écoute, je crois qu'on est prêt pour le générique. Enfin, je suis prêt pour le générique. Je fais tout à la maison. Donc, je vous donne rendez-vous dès la rentrée. Évidemment, en cas d'actualité brûlante d'Apple, de la torpeur de l'été qu'on espère, du moins à Paris, qu'elle arrivera bientôt. On prendra éventuellement l'antenne. Mais bon, il faudra vraiment que l'actualité soit insoutenable et brûlante pour qu'on se permette d'interrompre nos vacances. Voilà, je vous donne rendez-vous à la rentrée et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Tape générique.